Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier podcast dédié au cinéma. Je remercie Virgo qui aujourd'hui va me suivre dans l'analyse du film The Creator, écrit, réalisé par Gareth Edwards. C'est ça, Virgo? C'est exactement C'est ça. exactement ça, très bien. Qui était un film de science-fiction très intéressant car je l'ai vu récemment, il était sorti le 28 septembre et qui parle d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce sera le prochain podcast que je vais sûrement développer en parallèle avec les films iRobot et Matrix. Et dans ce film, on va essayer d'analyser un peu nos avis respectifs, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été un peu, qu'est-ce qui aurait pu être un peu plus développé, le développement des personnages. C'est un film qui a été vraiment très intéressant, j'ai eu vraiment une très belle surprise. Alors Gareth Edwards, qui avait réalisé Rogue One, qui a un tout petit peu sauvé la franchise Star Wars, parce que c'était à une époque où ça commençait un peu à tomber à l'eau. Je revois ce mème sur un groupe Facebook où on voit les trois méchants dans Star Wars. T'avais Darth Maul, t'avais d'autres personnages. Après, t'avais l'autre trilogie, t'avais Dark Vador, Palpatine et le général un peu vieux. Et après, t'avais les trois vilains dans Star Wars et c'était les trois derniers réalisateurs de la franchise Star Wars. Donc Gareth Edwards a un peu sauvé le film. Rogue One, c'est pas mal. Mais bon, moi je suis un gars simple, hein, je suis pas trop compliqué niveau film, mais c'est vrai qu'au niveau de la fanbase, ça fait une différence. Mais ce sera pour un autre sujet. Du coup, The Creator, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas pris connaissance de l'histoire, on va vous faire un synopsis assez rapide. Disclaimer sur ce podcast, il y aura sûrement des spoilers, parce que ce sera un podcast qui sera dédié justement pour les personnes qui ont vu un minimum le film. Et donc voilà. Donc l'histoire se situe dans un futur assez lointain. Je me souviens plus, c'était en 2100, un truc comme ça. C'est en 2065. En Enfin, 2065, c'est ça. l'histoire est en 2065 et il y a un espèce de flashback le générique d'ouverture et t'as un résumé historique de ce qui s'est passé 10 ans auparavant C'est pour ça, mener où on en est, voilà. c'est ça exactement. D'ailleurs, tu me fais bien de me rappeler sur cette intro. Il y avait un côté un peu comme dans le style du jeu vidéo Fallout, tu vois, c'est ce côté un peu américaine nouvelle avec des voitures qui semblaient un peu futuristes mais qui n'étaient pas trop de leur temps. Et j'ai On trouvé ça était, un peu sympathique, surtout avec les robots qui étaient déjà présents. Même l'image, hein, c'était, on voit quand même qu'à cette époque, l'image faisait un peu rétro avec la couleur. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. il y avait un aspect très documentaire de Exactement. le renouveau de l'Amérique des années 60 à Exactement, tout à fait. C'est ça. C'est ça, exactement. dans cet univers, il faut, pour revenir au synopsis, parce que du coup, on l'a un peu zappé, dans cet univers, il part du principe que l'intelligence artificielle a été développée, en tout cas les robots et l'intelligence artificielle ont été développés très tôt, donc c'est pour ça qu'on voit directement les années 1960, je pense même un petit peu avant les années 50, et ensuite tout le processus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2065, les États-Unis, parce que les États-Unis et plus particulièrement l'armée américaine sont en fait en guerre contre l'intelligence artificielle qu'ils ont eux-mêmes créée, qui à la base était là pour les servir et les aider, mais ils se sont rebellés et ont lancé une bombe nucléaire sur Los Angeles, C'est ça. ce qui est le point de départ de l'histoire. Donc voilà. Et donc 10 ans plus tard, les États-Unis sont en guerre contre ces robots, les robots qui sont une espèce de, je sais pas si on peut dire une race particulière de robots, mais un type particulier de robots qui sont les simulants, donc des robots à apparence comment dire humaine, Non, oui, plus mais qui qu'humaine, ont hein, plus hyper qu'humaine, mais réaliste. qui ont Ah quand oui, bien même, sûr. Oui, oui. voilà, ils ont quand même des caractéristiques robotiques euh, visuellement reconnaissables. Oui, oui, J'étais en bien train de sûr. m'en rappeler parce que Oui, 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 il y a au niveau des oreilles, ils ont cette espèce de turbine voilà, ils ont leur hydraulique. moteur, Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Ouais. Et Et enfin,
Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais Non, mais je t'en prie, après toi. oui, pour venir au point où on en est, c'est cette coalition de robots ennemis se trouve maintenant dans ce qu'on appelle la Nouvelle Asie, ce qui pourrait, c'est littéralement le rassemblement Asie Est, Sud-Est. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et l'armée envoie donc le personnage interprété par John David Washington, le fils de Denzel Washington dans la vraie vie, Joshua, récupérer cette IA, qui en l'occurrence porterait qui serait le créateur. C'est d'où le nom du film. C'est ça, exactement. Oui. Et on découvre assez rapidement, parce que c'est pas non plus une surprise vu que c'est littéralement sur l'affiche et les bandes annonces, que cette IA a l'apparence d'un enfant. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que le personnage Joshua va se retrouver à un dilemme entre deux. Doit-il faire son travail de l'armée et exécuter le robot, ou arrivera-t-il à exécuter un enfant? C'est ça. C'est pour poser les bases. Exactement. Voilà. Non, c'est surtout ce qui l'a fait réfléchir, parce qu'il aurait pu il aurait pu éliminer cet enfant. Ce qui l'a fait réfléchir et ce qui l'a fait reculer de 2 pas, c'est le dessin que l'enfant avait fait sur un papier et qui était le même dessin d'un tatouage sur son épouse sur son épouse décédée. Exactement. Voilà, c'est ça. Au début du film. Elle était enceinte et tout. Voilà. Bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit c'est pour le synopsis de base. Voilà. C'est pour le synopsis de base. Mais je voudrais juste revenir... Non, attends, vas-y. On va faire l'histoire et on va revenir au fur et à mesure, parce que tu m'avais parlé de la bombe qui avait atterri et j'aimerais retomber là-dessus, parce qu'il y a des petits trucs assez intéressants un peu sur un futur qu'on pourrait... éventuellement penser. Donc vas-y, si tu te souviens un peu de l'histoire, et après j'enchaînerai juste après. Non, mais de là, je vais pas développer toutes les péripéties, mais alors, pour la bombe du début, c'est assez particulier, parce que vraiment il y a tout cet aspect documentaire en accéléré, c'est comme si dans un musée on vous faisait un petit film de ça, tout à fait. 1950 à de nos jours, que s'est-il passé, les évolutions techniques. Oui, c'est ça, la petite voix française. Et derrière, vraiment... Voilà. Et derrière, sur un des derniers plans les plus récents, on se tape une explosion nucléaire de Los Angeles. Bon, on apprendra après que c'est Los Angeles, parce que pour le coup, c'est un petit peu, c'est pas très précis. Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais vraiment, on voit l'explosion nucléaire très rapidement, ce qui du coup faisait aussi un petit peu écho indirectement à Oppenheimer, qui était sorti un mois avant. Qui avait 2 moments où ça faisait 2 scènes de bombes nucléaires au cinéma, mais du coup, pas filmées de la même manière. Ouais, donc, ah ben oui, tu sais, ça me rappelle le même. J'essaierai de le mettre en commentaire de cette vidéo. On le trouve souvent dans les groupes de Spider-Man. Tu as la scène de Spider-Man 3 où tu as Tobey Maguire, Spider-Man, qui regarde Mary Jane, et tu as en haut Harry Osborn qui le regarde de haut. Et j'avais vu un mème sur internet où c'était à la sortie d'Oppenheimer, où les Américains représentent Tobey Maguire regardant le film trop content, et Harry Osborn qui représentait le Japon qui regardait avec et je trouvais ça assez cocasse. C'est exactement ça. Je trouvais ça assez cocasse. Mais donc, la bombe nucléaire qui rase Los Angeles, et on en voit les répercussions immédiatement derrière, parce que on voit comment la vie s'est adaptée au fait que toute la zone est considérée en zone de quarantaine. Il faut absolument traverser avec des combinaisons. Enfin, la zone est irradiée, et on envoie des équipes toujours nettoyer, même pas nettoyer les gravages. Je crois qu'en fait, littéralement, ils nettoient les cadavres de robots. C'est ça, exactement. Ils nettoient les cadavres de robots, et les robots, par leur création, reviennent, enfin, un petit peu toujours vivants si on fouille bien. Donc, c'est ça. Voilà. Mais d'ailleurs, dans cette scène, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne développent pas ce niveau-là. À un moment donné, tu as un robot qui se réveille de son coma, entre guillemets, si on peut parler humainement, et la fille qui accompagnait Joshua, qui était là pour justement la désinfection, le robot l'avait attrapé par la main,
et Joshua a réussi pas à l'éliminer, mais à l'éteindre. Et à un moment donné, la fille, elle a dit mais il est vivant, on aurait dit un humain. Et je m'attendais en fait à ce qu'on comprenne que si le réalisateur y avait pensé, je sais pas, peut-être que ils avaient réussi à implanter une conscience humaine, mais vraiment dans les robots, dans le robot. Et je me suis dit waouh, on va travailler là-dessus, mais en fait non, pas tant que ça en fait. Non, c'est juste une IA hyper réaliste. Ah ouais, au début, je me suis dit, waouh, le truc va aller très loin, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, il y a une entreprise, tu sais, c'est le genre de film où on te dit qu'en fait, c'est les Américains qui ont qui ont lancé la bombe, c'est de leur faute, ils ont fait croire à l'humanité que c'était les IA. Parce qu'à un moment donné, tu as Ken Watanabe, qui est un simulant, qui disait, nous, on veut pas faire la guerre avec les humains, nous, on est là en paix. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Puis au fur et à mesure du film, non, c'était pas ça. C'est peut-être, allez, on va dire, alors c'est un de mes reproches du film, je sais que je m'avance. Vas-y. Mais pour moi, le film a un sujet un lore historique très intéressant. Oui. Et malheureusement, il a été un peu le film n'en fait pas grand-chose. Ouais, et pour moi, c'est peut-être le gros reproche que je lui ferais, entre autres choses, c'est vraiment il a un lore qui a l'air d'être assez impressionnant en termes d'univers, et on n'en sait pas assez. Pour moi, il y avait quelque chose à faire pour développer plus. Tout à fait. Plus que le simple fait de sauvegarder l'IA et sauver l'IA, remettre l'IA à l'armée, le combat entre les deux. Ça aurait pu se faire en plusieurs parties. Parce que le personnage de Ken Watanabe, parce qu'il se connaissait apparemment très bien, et je pense que son personnage aurait été super bien développé. D'ailleurs, petite dédicace à Féodor Atkin, parce que j'ai vu le film en VF, je suis désolé. J'ai vu le film en VF, et Ken Watanabe a été doublé par Féodor Atkin. C'est vrai que j'ai remarqué entre les premiers où il doublait Jafar, et maintenant, c'est vrai que sa voix, on a senti qu'elle était vraiment très grave. Alors, est-ce que c'était le jeu avec le personnage, mais c'était assez transcendant, donc c'était petite dédicace à Féodor si un jour il... Féodor Atkin est un comédien absolument incroyable en termes de voix, récemment, pour revenir sur Star Wars, récemment dans la série Ahsoka, sur le personnage d'Ahsoka Tano, il double Baylan Skoll, un des antagonistes. Exactement. Et j'aurais pu ne pas le reconnaître. Voilà. Peut-être. Je pense qu'après 2 épisodes, tu commences un peu à quand tu évoques Sophie comme moi, à un moment tu reconnais. Voilà, c'est ça. Mais sur le coup, j'aurais pas fait le lien avec Monsieur. Je suis d'accord. Mais bon. Je suis d'accord. Et oui, on s'est perdu comme d'habitude. Voilà, on digresse beaucoup. On va atterrir sur nos pas. Alors après, il y a des petites péripéties comme ça, mais s'il y a des idées qui nous viennent. Mais grossièrement. Le personnage de Joshua du coup secourt la petite enfant avec son comment est-ce qu'on peut appeler, c'est même pas un cyborg quoi, c'est mais c'est ça, c'est ce qui s'appelle dans le simulant, c'est un simulant, ouais. C'est ça. Donc en fait il parcourt une partie de l'Asie. D'ailleurs, juste petite parenthèse, j'ai trouvé vraiment assez intéressant le côté futuriste du film, et malgré cela, ils ont gardé l'aspect traditionnel de l'Asie du Sud-Est, avec les rizières, les cultures à l'ancienne, les pirogues, les maisons sur pilotis, alors qu'on voit vraiment aux États-Unis, ils sont vraiment des buildings façon Astro Boy ou cyberpunk, je ne sais quel monde futuriste. Et dans les grandes villes, la nouvelle dans les espèces de métro, dans les espèces de métropoles. Voilà, c'est ça. Eux, par contre, je sais plus laquelle c'est exactement, mais. Alors pareil, tu vois le côté un peu sombre, tu vois, du brouillard, tout ça. Pour moi, c'était vraiment un côté cyberpunk, tu vois. Alors comment il s'appelle là, Blade Runner, tu vois. Oui, mais littéralement, c'est inévitablement une des influences majeures, parce que Blade Runner, on a cette ambiance futuriste, mais un petit peu crade, tu sais, un petit peu sale. C'est ça. Et les simulants, c'est à 2-3 détails techniques visuels, comme on disait tout à l'heure, c'est le concept des réplicants. C'est ça. Moins poussé philosophiquement que dans le film de Ridley Scott, mais le film de Gareth Edwards
contient énormément de références aux univers de SF, que ce soit Bien sûr. il y a Star Wars, bon, il y a Blade Runner, il y a les fameuses lois d'Asimov. Oui. Il y a énormément de choses qui reviennent. C'est un bon melting pot. Voilà. C'est ça. Chaque réalisateur met un peu sa patte, hein, quelque part. Son petit clin d'œil. C'est souvent ça, hein, que ce soit de grands comme Tarantino ou Zack Snyder ou plein d'autres, quoi. Ils ont toujours leur petite dédicace, leur petit easter egg. C'est ça. Les influences inévitables aussi de l'animation japonaise, Ghost in the Shell, Akira. Oui, tout à fait. Il y en a plein. Exactement, tout à fait. C'est assez majeur. D'ailleurs, Akira est revenu plusieurs fois ces derniers temps sur beaucoup de films. Akira est une œuvre culte en termes de science-fiction et voilà. Et pour parler de côté modernité et tradition, j'ai l'impression de faire un documentaire sur une ville en disant tout ça. Exactement. Un village entre modernité et tradition. Grave, avec la petite musique de grillon, tu vois, le petit son des insectes, tu vois. Et en fait, on a l'impression que c'est hyper moderne, mais c'est juste une manière de filmer parce que pour les grandes villes, en tout cas pour les je sais pas si on peut appeler ça des métropoles, mais pour les grandes villes, il n'a quasiment rien rajouté en termes d'effets spéciaux, en fait. C'est littéralement la ville comme tu pourrais la trouver si tu te baladais dedans. C'est juste que on regarde pas assez avec nos yeux. Ouais. Et je suis d'accord. On se rend pas compte que quelque chose de actuel fait déjà hyper moderne ou de très science-fictionné comme on l'aurait vu en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est une des forces du film, c'est que visuellement ça marque. Pour un budget, le budget du film est à 80 millions de dollars, ce qui pour un film de science-fiction. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est plutôt bas. Ouais, c'est ça, c'est bas, ouais. C'est pas un petit budget, mais c'est pas non plus excessif. Mais pour la qualité, c'est voilà, ouais. Pour la qualité que ça a donné, Gareth Edwards a prouvé que c'est pas parce que tu fais un film peu de moyens que c'est moche. On va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Après, si le jeu d'acteur est bon, ça aussi, hein, parce que ça fait quand même la différence. Voilà. Hein, après, le visuel, voilà, on va dire que l'emballage est très beau. Oui, faut que le cadeau à l'intérieur. Le packaging est beau, ça c'est sûr. Ça c'est franchement. Voilà, ils ont bien bossé le packaging. Il faut que le cadeau à l'intérieur soit bon. C'est ça. Bah oui, il faut quand même qu'il y ait de bonnes promesses. Mais le film, comme tu l'as dit, aurait pu être développé, je pense, en plusieurs parties parce que pour moi, c'était une guerre qui a duré pendant très longtemps et le finir comme ça. Il y avait énormément de choses à exploiter. C'est un peu dommage. Peut-être qu'il y aura des spin-offs, des sequels, mais le problème avec ce genre de... Je pense pas que c'est plus un sequel qui serait intéressant. Je pense que le plus intéressant, ce serait plutôt un préquel. Ouais, un préquel. Ouais. Parce que, en fait, une espèce de... Alors, ça n'arrivera pas parce que les studios n'assument pas, mais ce genre de format-là, mais un préquel juste sur la vie dans cet univers, en fait. Ouais, le quotidien, quoi. Ouais, voilà, j'allais dire un truc tranche de vie, dans les mangas et tout, dans le manga et les animés, tranche de vie, ça se fait beaucoup. Oui. C'est le genre d'univers où j'aimerais bien connaître comment ça s'est développé avant et comment on en est arrivé au point où on en est là, parce qu'au final, c'est très vite survolé dans le film et c'est expliqué assez vaguement dans mes souvenirs. Ouais. Parce que voilà, il faut dire que moi j'ai vu le film à la sortie, donc je l'ai vu. Le film est sorti le 27 octobre, donc je l'ai vu le 27 septembre, pardon. Je l'ai vu le 28, je l'ai vu le lendemain. Ouais. Donc pour moi, ça commence à dater un tout petit peu dans mes souvenirs. Je n'ai pas. Bon, t'inquiète, c'est encore un peu frais, mais les flashbacks. C'est encore assez frais, voilà. Les flashbacks vont revenir. Mais c'est le genre d'univers où en fait j'aurais aimé que l'univers se développe, et je pense que le format série aurait été plus impactant pour ça, mais il faut être réaliste, je sais que ça n'arrivera pas. Oui. La suite, je pense qu'elle n'arrivera pas non plus, parce que qui se suffit malgré voilà, sorti comme il est après sorti. Après un mois d'exploitation au cinéma, le film n'a rapporté que 90 millions de dollars. Ouais, c'est pas un ouf bénéfice, quoi. Non, littéralement, c'est un bide. Parce que tout le monde va se dire oui, mais il a coûté 80 millions, il en a rapporté 90. Non, ce n'est pas rentable. Parce que pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il fasse 2 à 3 fois son budget, parce que
il y a des règles qui fait que la moitié va au studio, l'autre moitié va au cinéma pour rester un truc très très terre à terre. Bien sûr. Et il y a plein d'autres règles comme ça. Donc non, un budget qui fait le même montant, hein, qui fait le même montant de recettes que son budget n'est pas rentable. Bien sûr. Voilà. Donc le film n'est pas rentable. Et on peut même pas dire que c'est un succès d'estime parce que il se rembourse même pas. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Et donc il y aura très probablement pas de suite. Non. Rajoutez à ça que c'est un film né sous l'ère de la 20th Century Fox. Donc c'est un vieux projet qui traîne et bon après voilà il y a eu le rachat et compagnie Disney. Je pense que bon le film a été vraiment sorti au mois de septembre en mode il faut qu'on le sorte. Voilà, on va pas se mentir. Bon, il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs en même temps qui fait que le film n'a pas eu la promo qu'il aurait dû avoir. Mais étrangement, tu vois, voilà, je voulais rebondir sur ça. Beaucoup de médias avaient vendu le film comme quoi c'était un film incroyable, exceptionnel. Et quand j'ai vu la notation, du coup, il est sorti il y a un mois, j'ai vu 3,8, j'ai fait « Oh merde, 3,8 c'est pas énorme, quoi. » Je me suis dit 4,2 à la rigueur, tu vois, c'est que vraiment le film était très bon. Puis ouais, c'est un très bon film, hein, ça se laisse regarder, mais j'ai trouvé que l'engouement des médias pour dire « Oui, il est excellent, c'est incroyable, exceptionnel, fantastique », Alors, je pense que le problème, c'est que des films de science-fiction qui n'ont pas un énorme budget et qui ont le mérite de pas changer un petit peu, parce qu'on va pas se mentir, le scénario est pas non plus hyper original. On l'a déjà vu par rapport à l'IA. Enfin, le sujet de l'IA a déjà été traité moult fois. J'ai beaucoup aimé le film, je tiens à préciser, parce qu'on a l'impression que oui, le film était bien, franchement, il était moi, cool, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais il faut reconnaître que si on se base en dehors de l'esthétique, qui est vraiment incroyable, en termes de scénario, on l'a quand même déjà assez vu, parce que voilà, j'ai cité plein de choses, j'ai cité d'autres œuvres précédentes, on sent que c'est inspiré, et que le film, il rajoutera pas sa pierre à l'édifice. Alors peut-être que dans quelques années, il sera considéré comme une espèce d'œuvre. Exactement, il y a des films comme ça qui ont été un peu trop avant-gardistes et qui ressortent, on sait pas d'où. La tendance, ça devient des chefs-d'œuvre. Je repense là récemment, parce que j'en ai parlé avec un ami à moi, on parlait de American Psycho, qui n'avait pas fait un truc oufissime, et là maintenant c'est devenu une référence dans beaucoup de milieux, ou plein d'autres, je sais pas... pour rester sur la science-fiction, c'est littéralement ce qui est arrivé à Blade Runner. Blade Runner, à sa sortie, c'est pas non plus un succès. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai pas les chiffres, et j'étais pas né à l'époque où c'est sorti, mais Blade Runner n'a pas eu le succès à sa sortie salle qu'il aurait dû avoir, en fait. C'est devenu une œuvre majeure avec le temps. C'est ça, exactement. Je pense que The Creator est une œuvre qui, d'ici une dizaine d'années... Oui, bien sûr, ça va changer. Parce que malgré que son scénario ne soit pas un des plus originaux, c'est le sujet dont il traite qui nous amène là aujourd'hui, qui est probablement celui qui sera le plus discuté dans le futur, parce que l'intelligence artificielle, en fait. Bien sûr. Le film est en création depuis des années, et il est sorti à une époque où on n'a jamais autant entendu parler de l'intelligence artificielle et de ses dangers. Comme ses avantages, mais voilà. Voilà, exactement. Justement, je rebondis, parce que je t'avoue que là, depuis tout à l'heure, ça me brûle les lèvres. Ça va être une parenthèse un peu longue, mais on va essayer de la raccourcir. Je voulais revenir un peu sur, justement, sur cette bombe qui avait été lâchée par l'intelligence artificielle. Et moi, direct, j'ai pensé à Skynet dans Terminator. Ah oui, bien sûr. Honnêtement, j'ai pensé. Il manquait vraiment que la personne qui se fait désintégrer accroche un grillage. Hein. C'est ça. Mais j'ai été surpris de voir, tu vois, parce que ils ont lancé une bombe, mais une seule. Tu vois, je m'attendais à ce que ce soit l'apocalypse, tu vois. Bon, du coup, ça aurait fini en mode un tout petit peu Terminator. Enfin, pas forcément, mais juste le côté humain survival. Mais voilà, je pense l'IA a voulu mettre une petite fessée aux États-Unis, et puis ils ont dit voilà, un peu
Ah, ben tu vois, on va revenir un peu sur Oppenheimer, où la scène où tu avais le général, comment il s'appelait déjà? C'était Leslie, euh, Matt Damon, il jouait le général. Alors là, je Ah, t'avoue que punaise. En j'ai un plus, petit trou sur. en plus j'ai un- il a son propre nom pour sa propre musique. Bon, ça me reviendra. Où il disait que quand il avait appelé Oppenheimer pour demander. Non, 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 c'était pas cette scène-là. Il lui avait Leslie dit. Groves. Voilà, exactement. Et il avait dit on va lancer une première bombe pour Hiroshima pour leur montrer notre capacité de puissance de feu, et on leur en reverra une deuxième pour leur montrer qu'on est prêt à continuer. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que quand tu lances une première bombe, ça a quand même des effets dévastateurs physiques et psychologiques, comme l'avait bien dit d'ailleurs Robert Oppenheimer. Des choses qui ne s'oublient pas. Donc forcément, tu lances déjà une première bombe, tu sais que bah, ça va quand même toucher l'esprit humain, si vraiment la conscience de l'IA a bien compris que tu joues sur la peur, et que... et voilà. Le simple fait de mettre un avertissement, une simple bombe qui a vraiment rasé complètement tout. D'ailleurs, on entend Joshua qui disait qu'il avait perdu toute sa famille. Oui. Et le cratère énorme que ça avait fait. Donc c'est vraiment pour pointer du doigt, laissez-nous tranquilles, on fait ce qu'on a à faire. Mais je rebondis encore de l'autre côté parce qu'il y a vraiment ce côté... c'est vraiment le deuxième truc qui m'avait un peu frappé. Ça, c'est très typique de tous les films, de la grosse... Alors, je vais pas dire tous les films, mais la grosse majorité des films américains, c'est que tu as toujours la puissance américaine. Et pour moi, ce qui m'avait frappé, c'était le nomade. Alors, Oui, mais c'est leur force de dissuasion, eux, parce que voilà, la bombe, la bombe, c'est une espèce de force de dissuasion. Une fois qu'ils l'ont lancée, en fait, les États, tu pourrais t'attendre à l'apocalypse. Alors d'ailleurs, tu remarqueras hein, que le fait qu'ils aient balancé une bombe sur Los Angeles, c'est assez vite mis sous le tapis. Alors on va juste mettre un peu tout le monde sur la même longueur d'onde. Alors nomade, pour ceux qui ne savent pas, c'est le... J'allais l'expliquer, mais... Bon, vas-y, vas-y. En gros, les États-Unis, je mets des énormes guillemets, en représailles de cette attaque à la bombe, a créé une espèce de station... c'est un mélange entre une station spatiale et... un espèce de vaisseau de guerre ça, tout à fait, militaire qui s'appelle l'USS Nomad, qui balaye la planète et dès qu'il faut... C'est un radar géant. C'est un radar géant. C'est un radar géant et un laser géant qui balance des... pour faire une allégorie à Star Wars avec Gareth... Une allégorie à Star Wars avec Gareth Edwards. C'est comme si l'étoile de la mort se baladait quelque part sur la planète et disait tiens, de temps en temps, je vais tirer un petit coup de laser, je vais faire sauter une zone. C'est ça, un petit rebelle qui m'emmerde, voilà, c'est ça. Exactement, tout ça pour des petits plans. C'est dur de ne pas faire un parallèle avec Star Wars parce que Star Wars Rogue One, donc il y a la plage. Je pense que c'est les mêmes plages parce que... Exactement, c'est vrai. C'est filmé, la photographie, c'est filmé de la même manière, donc c'est... Voilà. Mais donc, c'est dur de ne pas faire un parallèle avec ça, parce que Gareth Edwards, qu'on le veuille ou pas, a fait une des œuvres Star Wars récentes les plus marquantes pour un sujet qui n'était sur le papier pas intéressant. C'est ça, tout à fait. Mais on n'est pas là. Voilà. Donc la station nomade et la force militaire que les simulants et les rebelles humains, parce qu'il y en a quand même dans l'eau. Faut pas croire qu'ils se battent que contre des robots. Il y a aussi des alliés humains. C'est ça, tout à fait. C'est l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête à chaque action. Exactement, tout à fait. Ouais. Mais vraiment, la machine de l'oppression, hein, c'est... Oui, totalement. Clairement, c'est... Alors, encore une fois, est-ce que c'est le côté médiatisation de nos jours avec la puissance américaine en montrant que c'est nous les plus forts, parce que on va pas se mentir, t'as plein de superpuissances, mais qui n'ont pas cette incroyable ingéniosité de divertir les gens. Quand tu regardes des films comme... Full Metal Jacket ou
ou d'autres sur les guerres du Vietnam, où t'as par exemple cette scène, t'avais un des soldats qui disait j'adore sentir l'odeur du napalm le matin. C'est, je pense que dans un camp ça fait rire et dans un autre camp ça fait beaucoup moins rire. Mais ça a ce côté un peu stylé, un peu badass qui a rendu justement le cinéma américain vraiment à sa grandeur, sa gloire et son admiration. Alors que t'en as d'autres, bon bah t'as des petits films asiatiques, chinois, japonais, des films russes, pareil, ça claque pas des doigts, tu vois. Mais on va pas se mentir, c'est vrai que ça fait un peu plus stylé, quoi. Donc est-ce que c'est une représentation parce que qu'on le veuille ou pas, les États-Unis ont marqué leur puissance militaire à travers les œuvres cinématographiques, tout à fait. Et même la scène... que ce soit contre eux ou pour eux. Hein. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Soit ils vont se passer pour des vainqueurs, soit ils vont se passer pour des victimes. Ou alors ils vont se faire passer pour, ou alors la personne en charge du film les fera passer pour ou des blaireaux ou voilà, ce qu'ils sont réellement, donc montrant un aspect extrêmement négatif. C'est ça. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une représentation de la force armée américaine, comme quoi je suis une grosse puissance de feu et il faut me craindre. La scène où juste un peu avant la fin, où t'avais le village qui était attaqué par ces espèces de grosses machines qui détruisaient absolument tout, peu importe que ce soit des enfants, des adultes, des simulants, des robots. C'était vraiment bon. Tu reconnaissais un peu le délire. Comme ce qu'on avait vu dans Avatar, tu vois, ça arrive, un petit village de merde, hop, on t'envoie un peu un peu de feu, un peu de gaz, un petit robot. Vous êtes pas avec moi, bah, très bien, écoutez, vous êtes donc contre moi, donc je vais donc vous tuer. Allez, bye. Allez, au revoir les petits colons. Ah non, moi, la petite scène avec le robot, c'est le petit robot bombe nucléaire, à un moment qui sortait de la... J'ai trouvé ça drôle et à la fois un peu triste. Enfin, moi, j'ai pas un attachement propre au robot. D'ailleurs, on va revenir sur ça tout à l'heure. T'as le petit robot qui sortait de espèce de grosse machine, d'une espèce de char d'assaut. Et le robot kamikaze. Voilà, il se tournait devant la commandant en chef, il dit « Ce fut un plaisir de vous servir, madame ». Et après, il court et plah, il s'explose. Ah, je trouvais ça un peu loufoque, tu vois, le petit robot qui dit c'est un plaisir de vous servir. Tu vois, le côté kamikaze. Alors, est-ce qu'il y a un clin d'œil concernant les kamikazes qui ont percuté les porte-avions lors de l'attaque de Pearl Harbor, justement parce que c'était des soldats japonais qui refusaient de se faire capturer par les Américains pour leur révéler des plans. Donc du coup, ils s'envoyaient avec leurs avions directement. Est-ce que c'est pas la même chose, tu vois, un robot qui souhaite revenir ? Non, c'est un robot, tu pars, t'as été commandé pour te faire exploser. Merci, au revoir, quoi. Bah tu voulais en parler, mais tu voulais en parler plus tard, mais je pense qu'en fait, c'est le cœur du film, c'est l'importance de... Enfin, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut les considérer comme vivants ou pas ? Parce qu'au final... Le robot, on va l'appeler le robot kamikaze, on va l'appeler Kazé. Kazé, le robot kamikaze. Kazé, ce petit robot, en fait, il est programmé pour se faire sauter. Mais à un moment, si je me souviens, il panique en mode qu'est-ce que je dois faire ? C'est ça. Et le robot, malgré que ce soit un robot qui, par sa hiérarchie, est considéré que comme un vulgaire objet de destruction, c'est ça. Le robot est quand même programmé pour y aller. Et tu te dis, mince, il a peut-être pas envie de faire son boulot au final. Il a pas envie d'y aller. Donc même le petit robot ustensile qui est censé mourir pour sa patrie parce qu'on l'a programmé comme ça, même lui au final, il a peut-être un peu des états d'âme. Parce qu'il va un peu exploser des congélaires, quoi. Bien sûr. Et c'est un peu tout le sujet par rapport à l'IA aussi. Même si je pense que c'est pas volontaire peut-être, mais il y a plus une réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et après, pour connaître le cinéma un petit peu de Gareth Edwards, on est vraiment sur le concept de l'amour qui transcende les problèmes et les corps, on va dire. Oui, bah parce que le pote de Joshua là qui était avec
la fille japonaise qui était plutôt mignonne d'ailleurs, hein, je tiens à préciser parce que c'est vrai que j'ai un penchant pour les japonaises et les asiatiques. Je pense pas qu'elle était japonaise, je pense qu'elle était d'origine asiatique, je ne dirais pas laquelle. Non, pas Indonésie, non, les Indonésiennes ne ressemblent pas à ça, mais chinoise non, japonaise non plus. Ah, ça mérite des recherches, je regarderai tout à l'heure. Mais oui, on voit quand même que il y a cet attachement hein, au-delà qui transcende le physique. Il y a quand même cette adoration. Alors moi, ça m'a de suite fait penser à ce dessin animé qui passait sur France 3, c'est Astro Boy, où tu avais des factions de gens qui adoraient les robots et tu en avais d'autres qui les détestaient. Je me souviens plus, c'était un gars qui ressemblait à James Jonah Jameson dans Spider-Man. Il lui ressemblait avec sa petite moustache et qui détestait les robots. Et je trouvais ça pas mal. C'était petit clin d'œil. Pour le sujet qui était, voilà, je voulais parler oui, sur l'intelligence artificielle, sur les asiatiques. Voilà, c'est ça. Voilà, non, ça et surtout le fait sur l'amour qui transcende un peu corps et forme, parce que un de ses premiers films, d'ailleurs son premier film, je crois en tant que réalisateur, c'était Monsters, et qui traitait une invasion extraterrestre qui avait lieu au Nouveau-Mexique. Oui. Et toute la frontière mexicaine entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en dessous, il y avait toute une zone à traverser. C'était une zone qui s'était faite, j'ai pas le mot qui me revient, donc je vais utiliser un terme qui n'existe pas, nucléarisée. Ah, Monsters. Oui, tout à fait. Ah, c'était Gareth Edwards, d'accord. C'était Gareth Edwards qui a fait celui-là, voilà. Oui, et Dark Continent, et en fait, tout à fait. Sous son air de film avec des extraterrestres, en fait, c'est un film qui parle d'immigration américaine. C'est ça, tout à fait. Assez sympathique, mais deux formes de vie extraterrestres qui se rapprochent et qui ont l'air de s'aimer, hein, comme quoi tout n'est qu'amour des peuples et tout. Donc voilà, ça a l'air d'être un sujet qui tient particulièrement à cœur à Gareth Edwards, l'amour sous toutes ses formes et l'unité des peuples. Voilà. Ça, exactement. Ah oui, c'est vrai, Monsters 2010, déjà, ça fait 13 ans, bientôt 14, putain. Je l'avais vu en stream, je me souviens, je devais être 2010, attends, j'avais mon bac en 2012, ouais, c'est ça, c'était à l'époque où je commençais un peu le streaming avec un cache-œil pour les gens qui comprennent. Et c'était à l'époque où je regardais des films et des séries jusqu'à pas d'heure. Je me levais le matin, je voyais il était 5h du matin, j'ai fait on va dormir, mais je savais que c'était trop tard. Et oui, Monsters, oui, c'est vrai, je savais même pas que c'était lui. Bah écoute, ça mérite quand même de le revoir, parce que bon, j'ai vu la notation, c'est vrai que c'était pas un film qui marque 2,6 sur 5, c'est pas ouf. Mais bon. En fait, c'est les prémices du cinéma de Gareth Edwards. Oui, voilà, c'est ça. On commence voilà. On voit ce que ça donnera plus tard, parce que il y a beaucoup justement la zone interdite à cause des radiations. C'est ça, on retrouve des thèmes récurrents. Exactement. Des Monsters qu'on revoit dans The Creator. C'est pour ça que voilà, je voulais un petit peu en parler, parce que après, je pense qu'il a un problème avec le nucléaire de manière générale, et en tout cas les bombes nucléaires, hein, parce qu'il fera Godzilla en 2014. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Godzilla. C'est lui qui fait le Godzilla avec Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen et Bryan Cranston. Tout à fait. Voilà. Ok, voilà, des thèmes vraiment récurrents chez Edwards. The Creator, c'est un petit peu la somme des films précédents de Gareth Edwards, avec plus ou moins de réussite. Voilà. C'est ça, tout à fait. Mais donc l'IA, c'était le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, il y avait qu'est-ce que je voulais dire sur l'intelligence artificielle ? Alors oui, il y avait cette scène où tu avais Joshua, la fille et quelques simulants qui ont réussi à retrouver Maya, l'épouse de Joshua, qui était dans un état de coma. Je sais pas si c'était artificiel. Non, c'était pas artificiel. Non, elle était dans le coma parce qu'elle avait eu cette attaque. Non, elle est totalement dans le coma. Ouais. Et voilà. Et moi, je m'attendais, tu vois, à ce que, en fait, elle soit dans le coma, mais que, vu qu'on est un peu dans le thème hein, sur l'intelligence artificielle,
que sa conscience serait toujours présente. Tu vois, qu'on la verrait comme un hologramme ou comme une image sur un écran où tu pourrais discuter avec elle, mais ses fonctions motrices et cognitives ne fonctionneraient pas. Il n'y aurait que sa conscience qui fonctionnerait. Et bon, je pensais que ce serait comme ça, donc au final, bon, il la déconnecte un peu comme une... comme un ordinateur, on déconnecte voilà, en une prise. C'est ça, exactement. Et juste pour rebondir là-dessus, tu vois la colonelle qui revient avec une espèce d'IRM, d'image à résonance magnétique, toute portable pour justement collecter les dernières informations d'un humain qui est sur l'article de la mort pour recueillir des informations. Et donc elle télécharge toute cette mémoire qu'elle transfère dans une sorte de petite clé USB qu'elle peut insérer du coup au niveau de l'occiput, donc juste derrière les cervicales d'une machine, pour justement avoir la conscience les dernières minutes, ou les dernières heures, ou les dernières secondes même restantes de la personne pour, je sais pas, révéler des informations ou autre. Et j'ai trouvé ça assez intéressant puisque on revient un peu sur l'idée de Elon Musk qui veut non pas envoyer des êtres humains dans une galaxie très lointaine, parce que ce n'est clairement pas possible. On n'aura pas la force physique ni consciente et psychologique surtout de devoir quitter la Terre. Je pense que nous sommes éternellement fixés là-dedans. On pourra sûrement aller sur Mars, on pourra sûrement aller sur d'autres planètes, mais on ne pourra jamais aller aussi loin. Et l'idée en fait de Elon Musk, quand on parle de l'intelligence artificielle, tout ça, l'idée c'est que il souhaite transposer la conscience humaine pour que celle-ci reste la plus immortelle possible. C'est ça en fait son idée, parce que nous ne pourrons jamais quitter la Terre. C'est impossible. Même dans des centaines de générations, on pourra essayer d'en envoyer, mais rien ne garantit qu'on arrivera en entier ou autre. Et c'est pour ça que... Oui, lui, en fait, il veut transcender l'enveloppe physique qui se détériore pour constamment... il veut réussir à copier sa conscience, donc son réseau neural, soyons honnêtes, tout à fait, c'est ça. Dans une machine pour... c'est un petit peu mégalomaniaque, mais c'est littéralement le concept pour vaincre... la mortalité, qu'en fait, il veut devenir immortel en étant une machine. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça, bientôt, mais on aura des hologrammes comme dans Halo, on aura une Cortana chacun. Moi, je serais pas contre, tu vois, un petit hologramme comme ça, tu sais, un petit personnage qui t'aide. Pour l'instant, il faut se contenter des hologrammes de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais franchement, oui, niveau intelligence artificielle, on avance plutôt bien, surtout avec ChatGPT. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en fasse. Voilà, et en fait, je pense qu'il y a ça, cette question, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. On va peut-être pas rentrer sur le débat de l'intelligence artificielle, est-ce bien ou est-ce mal, mais on peut éventuellement essayer de le transposer au niveau du film. Ça, on peut... Voilà. Je pense que c'est intéressant dans plusieurs domaines, dans tous les cas, mais c'est... Quelles vont être la résultante au final ? Est-ce que c'est pour faire avancer les choses ? Est-ce que c'est pour nous faire régresser ? Ou alors nous avancerons, mais vraiment, on fera un pas en arrière et 2 pas en avant ? Et surtout, est-ce que l'intelligence artificielle aura la conscience, et je dis de conscience au terme humain, nécessaire pour... je sais pas, si on doit prendre par exemple le film Matrix, ou plus précisément les petits épisodes des dessins animés d'Animatrix. Exactement, où on avait cette animation formidable qui racontait la révolution des robots, où ils ont créé leur propre cité, où ils avaient leur propre conscience, et ils ont voulu justement mettre un terme aux guerres, mettre un terme à toutes les violences, à la famine, en justement recréant un espèce d'univers, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors c'est marrant parce que dans Animatrix, en fait, on dirait que on pourrait penser que les robots pourraient créer un univers ou un imaginaire que les humains adopteraient dans leur conscience. Mais en fait, ça a un double jeu pour eux, c'est que ça leur permet justement de pouvoir vivre, puisque Morpheus, à un moment donné,
explique à Neo que le corps humain possède beaucoup d'énergie pour justement donner on peut convertir l'énergie humaine en énergie électrique pour justement alimenter les machines. Et voilà, c'était un peu à double tranchant, à double jeu pour les robots. Et voilà, et pour en revenir sur la conscience de l'intelligence artificielle, est-ce que celle-ci aura la capacité nécessaire pour justement mettre un terme à toutes les violences, à tout ce qu'on pourrait penser comme mauvais, comme par exemple, on va rebondir rapidement sur les super-héros. Tu vois Ultron dans Avengers 2, tu vois qu'il commence à adopter une conscience, il enregistre des informations, il voit sur Internet tout ce qui se passe dans le monde et il veut recréer un monde où ce sera totalement où il y aura plus d'humains, quoi. C'est voilà le problème. Oui, parce qu'il lui dit lui-même, hein, le problème de l'humain pour sa survie, c'est l'humain, donc il faut annihiler l'humain pour la survie. Voilà, c'est ça. C'est assez radical, hein, mais encore une fois, comme Skynet avec Terminator et comme plein d'autres, c'est voilà, on a toujours cette petite peur. Alors, est-ce que un jour ça devrait arriver ? Moi, je dirais que c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais comme je dis, ça dépend qui, en fait. Ça dépend qui s'en occupe. Mais dans les faits, ce qui arrive dans The Creator est probablement le plus proche qui peut arriver. Parce que, comme toute avancée technologique de base, c'est surtout l'armée qui va le développer en particulier. Et puis après, ça tombera un petit peu plus dans le domaine public. Donc, alors, je pense que ça c'est un avis personnel après, mais l'IA, ça dépend qui l'utilise et pourquoi. Et malheureusement, je pense que les premiers vrais faits d'armes de l'IA, en dehors de tout ce qu'on peut voir actuellement en termes artistiques et de destruction artistique aussi, tant qu'on y est. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant tout ce qu'on voit, même sur Instagram. Là, je vois des fois, je scrolle rapidement. C'est vrai que c'est incroyable, c'est beau, hein, mais tu te dis quand même que... je vais donner un avis, mais en vrai, pour moi, l'intelligence artificielle, libre parole, vas-y. Quand c'est pour le milieu artistique, pour moi, c'est une mauvaise chose. Ah, je suis d'accord. Parce que l'artistique, dans n'importe quel domaine, ça demande un humain avec des sentiments, du cœur, des pensées. Il y a une réflexion derrière un travail, et l'IA en artistique va surtout manger ce que a déjà été créé, et si on laisse trop l'IA manger constamment, c'est facile, pour prendre une allégorie visuellement que j'aime bien là, tu vois Pac-Man ? Oui, tout à fait. Tu vois Pac-Man qui mange les packs gomme ? Oui. L'IA, pour moi, c'est Pac-Man qui mange les packs gomme, et à force d'avoir tout mangé les packs gomme, l'IA finira par se manger elle-même. Donc le seul truc qu'elle va régurgiter, c'est un truc qu'aura elle-même pondu l'IA. Donc en fait, à un moment, l'IA va juste stagner artistiquement sur elle-même, parce qu'en fait, elle ne va que s'analyser. Si on laisse tout faire par l'IA artistiquement, c'est ce qui va arriver. Ouais, je suis d'accord. Mais et bon, après, il y a le respect du droit d'auteur et tout, et les conditions de rémunération, qui est un sujet assez important. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, aux États-Unis, hein, évidemment, il y a cette grève des acteurs, et qu'il y avait ça aussi des scénaristes, à cause de l'implication de l'intelligence artificielle, le fait de faire écrire des scénarios par des IA, la réutilisation visuelle des personnes scannées pour tout ce qui était film de science-fiction ou autre, hein, où Disney l'a déjà prouvé récemment dans un de leurs téléfilms Disney Channel, où le premier et deuxième rang d'un film pour ados, c'est un match de basket, les figurants sont remplacés par des IA, ils pensaient que ça passerait inaperçu, pas de bol, ça c'est vu, donc déjà dans l'IA est pas au point, et ça prouve bien que on veut faire des économies là où on peut, sauf que si on commence à faire des économies sur l'humain, quand ce sont des comédiens ou même ne serait-ce que des figurants, c'est qu'il commence à y avoir un léger souci. Voilà. Donc, pour moi, l'IA artistiquement, c'est un problème. Par contre, dans d'autres domaines, je pense qu'en termes de recherche médicale et tout, c'est ça, tout à fait. Ou même la il peut y avoir bien sûr. Voilà, il peut y avoir des très grandes avancées qui sont très pratiques avec l'IA, mais voilà. Pour en revenir, pour moi, l'IA, on peut s'en servir, mais il faut être mesuré en fait.
Et malheureusement, je pense que l'IA, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que son premier fait d'armes, ce sera en lien avec l'armée et que ce soit les robots drones, Kazé, le kamikaze, ça arrivera. Ouais. C'est sûr que ça arrivera. Bien sûr. Parce que dans les forces armées, ils vont essayer au mieux, technologiquement, alors, en soi, pas trop mal, de tuer moins de personnes, personnes physiquement de chair. Bien sûr. Mais au détriment de... on tuera moins de soldats pour tuer plus d'opposants. Ah bah, donc, ça a commencé avec l'infanterie, puis on a eu les chars d'assaut, puis on a remarqué que les chars d'assaut c'était trop lourd, puis on s'est mis avec les drones. Tu vois, t'as un gars, il est assis dans ses chiottes. Il y a quand même quelqu'un qui pilote le drone. C'est ça. Mais bon, il est loin de la zone de combat, tu vois. Il est tranquille. C'est ce qu'on appelle. À un moment. C'est ce que un des présidents, je me souviens plus comment il les appelait. Il les appelait les Game Boy ou les Gamer Boy, un truc comme ça, les Joystick Boy, un truc comme ça. Je n'ai pas la référence, mais je comprends l'idée. Voilà, c'est ça. Nintendo Boys, un truc comme ça. Et après, oui, ça me surprendrait pas que juste avec l'analyse, comment on appelle ça, l'authentification faciale, bah tu reconnaisses un ennemi, hop, tu appuies sur un bouton, pouf, allez hop, c'est fini, merci, au revoir, on va se faire un burger. Tu vois, moi ça me surprendrait pas. Hein. Oui, ils vont rester tous comme les généraux dans les armées, c'est-à-dire qu'ils vont tous prendre des décisions depuis des bureaux, et puis il y aura plus personne sur place pour. C'est ça. C'est ça, exactement. Le bilan humain, voilà. Ouais, mais tout est une question d'éviter les pertes humaines, mais dans le bon camp, tu vois, pas dans le mauvais. Oui, voilà, c'est toujours ça. Voilà. C'est 2 poids, 2 mesures. C'est ça. Mais dans ce créateur, il le prouve bien au final. Hein. C'est ça, exactement. C'est littéralement ce que font les États-Unis avec le nomade. Hein. C'est ça, tout à fait. Mais ils s'en fichent des pertes de l'autre camp. Ah non, bien sûr, oui, tant qu'on fait taire... C'est frapper d'abord, poser des questions après. Exactement, tout à fait, exactement. Non, d'ailleurs, le nomade, j'ai vraiment trouvé, en termes de design, j'ai trouvé qu'il était vraiment... C'était assez singulier, tu vois, je m'attendais pas à ça. J'avais pas vu les bandes annonces parce que je me méfie un peu maintenant, j'ai l'impression d'être un peu trop spoilé en termes de contenu. Mais j'ai trouvé vraiment le design, tu vois, cette espèce de grandes ailes avec ce laser qui tombe comme ça. Ouais, c'était plutôt pas mal. Puis tu voyais le côté radar quand tu voyais une vue aérienne de haut avec les petits symboles, les représentations de coordonnées comme si c'était une cible. J'ai trouvé ça, c'était pas mal. C'est vraiment une bonne idée. Bon, bien sûr. En termes de design, ça. Ouais, c'était plutôt pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Mais ce côté vraiment comme tu l'as dit, hein, en termes d'oppression, cette machine de la mort qui surveille les rebelles, tu vois, les gens sont obligés de se cacher, de courir pour justement ne pas se faire repérer parce que sinon ils savaient que c'était fini, quoi, leur temps était écoulé, quoi. Mais en tous les cas, un bon film. Ah, est-ce que je t'ai pas perdu? Non, c'est moi, j'étais en train de réfléchir à comment. Je me suis dit, je voyais l'audio du bureau tout en noir, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est reparti. non, je cherchais comment rebondir à la question et mon temps de réflexion était plus long que je ne pensais. Non, il y a pas de problème, parce que plus ça dure, si ça dure plus de 2 secondes, je m'inquiète. Non. Je ferai des lives checkpoint où je dirais, je te rends la parole, reçu. Non, en soi, voilà, si on peut... alors, moi, j'ai pas plus à dire, parce que sinon, ça durerait beaucoup trop longtemps, parce qu'on est déjà à presque 1 heure. Tu sais, comme quoi, hein, quand les idées viennent sans forcément de notes ou autre, on se rappelle, même toi qui l'as vu il y a 1 mois, t'as quand même des bons souvenirs, donc c'est plutôt pas mal. Mais je n'ai pas... faire un bilan du film, peut-être, toi. En termes cinématographiques. Alors vas-y, fais ton bilan, image, scénario, morale. T'étais pas prêt pour cette question? De quoi? Tu n'étais pas prêt pour cette question? Si, pour un final, si, bien sûr. Après, voilà, tu me dis ton avis, éventuellement si t'as une petite note, ouais. Et moi je ferai pareil, voilà, si t'as une observation, voilà. Non, après, voilà, je pense que j'ai majoritairement dit... j'ai aimé le film, faut être honnête, j'ai aimé le film parce que des films, j'en vois beaucoup.
Vraiment Oui, beaucoup. t'es là-dedans d'ailleurs. Je vais Euh, mettre ton Instagram. Je te le dis, hein, j'ai comme un pote à moi qui s'appelle Thomas. D'ailleurs, on fera sûrement des podcasts, mais je sais que lui, il est un peu moins motivé parce que c'est un vrai flemmard. Euh, Quand il écoutera ce podcast, il va me détester. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que t'as vraiment du potentiel et c'est vrai que faut vraiment qu'on exploite ça. Il y a même des films qui sont pas forcément sortis au cinéma, mais des films qui sont sortis bien avant. Il y a vraiment des choses à travailler, puis tu as vraiment cette connaissance cinématographique qui est assez intéressante. Moi, comme j'en parle à mes potes, je leur dis, tu sais, moi je connais un gars, il y a un film que je comprends pas, ou je sais pas, ou j'ai envie de voir, bah il me conseille ça, 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 ça. Et voilà, donc je pense que ça c'est vraiment un truc à développer, donc je mettrai ton Instagram, mais vraiment si tu as un blog ou autre, moi les blogs j'aime bien, c'est plus long en termes de j'ai j'ai- texte. j'ai eu un blog, j'ai surtout Bah un compte. remets-le à jour, bah ouais, J'ai un compte Twitter et j'ai un compte Letterboxd. Voilà. Bon bah il va falloir développer tout ça moi-même de mon côté, mais Mais je franchement suis ouais comme ton c'est pote, je suis ah flemmard. ouais mais Je les suis gars mais flemmard. non mais les gars franchement non mais je vais Non, vous je vais pousser, vous être inquiétez honnête. pas, je vais vous pousser, y a pas de problème. Oui, pousse pas trop fort parce que sinon tu sais que je vais tomber. Euh, non, mais voilà, pour donner mon avis sur le film assez succinctement, euh, en fait, j'ai adoré l'univers du film. Vraiment, je trouve que Gareth Edwards a vraiment fait un univers qui se prête énormément à ce qu'on en raconte plus. On en verra malheureusement pas plus, Non. mais c'est un univers où j'aimerais en savoir plus, mais comme je disais, les univers où tu regardes juste la vie quotidienne dans un univers, c'est pas intéressant pour les gens qui produisent. Donc c'est dommage, on ne l'aura pas. Euh, on n'en a pas parlé, mais le jeu des acteurs est quand même assez bon, surtout de Oui, John il est, David il est très bon. Washington. Ouais, il est vraiment pas mal. Voilà, et il me manque le nom de l'actrice qui joue donc l'enfant qui est surnommé Alfie comment dire, pour Alpha Romero. Oui, elle Enfin, s'appelle Alpha Omega, pardon. c'est ça. Alors son nom d'actrice, je viens de regarder la distribution, c'est Madeleine Yuna Voyle. Alors il y a pas Voilà, de ouais. merci. Et Je elle n'avais a pas son nom. et elle a 9 ans. C'est vraiment une Voilà, très et très elle jeune était actrice, hein, franchement. Ouais. vraiment jolie découverte en termes d'actrice. Alors espérons qu'en grandissant, ça continuera, si elle continue ce métier, parce que c'est un métier qui bouffe les gens. C'est ça exactement. Donc non, en termes d'acting, voilà, la réalisation, la photographie, j'ai pas grand-chose à dire dessus, parce que en fait, on retrouve la patte de Gareth Edwards et voilà, visuellement, c'est un truc qui va marquer. Scénaristiquement, j'aime beaucoup le début. Je suis moins fan de la fin Ouais, parce l'explosion que finale là, ouais. je pense plus son sujet, je pense qu'elle est un peu mieux à raconter. Ouais. Mais et le scénario, voilà, il y a quand même une ressucée pop culturelle de science-fiction assez importante, mais ça fait partie des films où quand je suis sorti de ma séance, j'étais content de ce que j'avais vu Ouais. et de ce que j'avais vécu pendant un petit peu plus de 2 heures, Ouais. qui ne m'arrive plus très souvent, Ouais. soyons honnêtes. Mais donc j'étais quand même satisfait de ma séance et de ce que j'en ai vu. Je vais quand même regretter, on va dire, un manque scénaristique plus important par rapport à son sujet. Voilà. Mais pour moi, c'est un film à voir. C'est un film qui va être intéressant dans les années à venir Je pour ce pense que aussi, ça ouais. raconte et voilà. Donc on verra bien. On verra Et toi ce que ça surtout, donnera. toi qui l'as vu récemment et Eh ben, qui moi, si je dois parlait, voilà un avis un peu frais, puisque c'était samedi dernier que je suis allé le voir, ou vendredi. Euh, Alors, moi, je sais que on en avait parlé ensemble, j'en avais parlé avec mon frère, j'en avais parlé avec une amie. C'est vrai que visuellement, ça donnait envie. En plus, le réalisateur, c'était pas quelqu'un d'inconnu. Il avait fait voilà de la SF dont on se souvient, du bon, du moins bon. Visuellement, en termes de CGI, j'ai trouvé que c'était plutôt propre. J'ai bien aimé le design des robots. Donc, pas les simulants, mais les robots. J'ai trouvé assez sympa parce qu'il y avait un acolyte d'un des simulants, Ken Watanabe, un des robots qui était très attachant. On voyait qu'il y avait ce côté protection des enfants. Voilà, même à un moment donné, tu avais un des personnages, une humaine, une villageoise, qui disait que
les robots ont plus de respect pour les humains que les humains eux-mêmes. Donc ça, j'ai trouvé assez fort quand même. Hein. Ça laisse pas indifférent. Ouais, visuellement, les effets spéciaux, les véhicules aussi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que comme je suis un grand fan de Halo, j'essaye de voir un peu est-ce qu'il y a des similarités avec d'autres univers, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le côté, comme j'avais dit en début de podcast, ce côté traditionnel de l'Asie et ce côté un peu cyberpunk dans la brume, dans les grosses mégalopoles asiatiques, j'ai trouvé plutôt pas mal aussi. Voilà, le jeu des acteurs était bon. Je dirais pas qu'il était très bon, mais on sentait que il se jouait au jeu. Voilà, l'attachement. Disons qu'il faisait le job. Exactement, c'est ça, il faisait le job. Entre le Joshua et Alfie, alors ça aurait pu se développer un peu plus. Hein. Franchement, c'est pour ça que je dis que ça aurait pu se faire en plusieurs parties. C'est qu'on aurait pu voir un attachement encore plus grand si le film avait été développé sur une plus longue période. Alors, plus long, je ne pense pas, parce que le film se suffit déjà à sa longueur, mais trop long, on se serait ennuyé, il y aurait eu des rallonges. Je pense qu'en plusieurs parties, tu vois, un peu dans le style un peu Dune, éventuellement. Pour le coup, vu pour ce que ne veut raconter le film, je pense qu'il aurait mérité d'être même un peu plus court pour ce qu'il voulait raconter. Voilà, c'est ça, voilà. Par rapport à ce qu'il veut raconter, je pense qu'il aurait pu être plus court. Ouais. S'il avait dû étendre son univers et son lore, c'était pas grave pour moi qu'il le rende plus long, mais si on s'en tient à l'histoire qu'il veut raconter, je pense qu'il y avait moyen d'enlever 20 minutes. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des plans sur les paysages qui ont pris un peu de temps si tu les additionnes tous. Alors, non mais c'est très beau et tout. Voilà. Ça je dis pas parce que vraiment, en fait c'est le côté des paysans et tout. Mais je pense que voilà, il y avait moyen de pas forcément pour ce que l'histoire veut raconter, il y avait moyen de couper un petit peu. Mais après ça c'est un reproche avec moi en grandissant c'est un reproche que je fais beaucoup parce que les films sont souvent de plus en plus longs. Ouais. J'ai vu Killers of the Flower Moon l'autre jour, il fait 3h30. Ouf, ah oui. Oui, il fait 3h30, il faut le vouloir pour le voir. Malheureusement, il y a des films où maintenant la moyenne d'un film c'est à peu près 1h50. On se rend pas compte au cinéma parce que. Ah, pour moi, voilà, mais une moyenne. Voilà, 2h, 2h10, grand max. Non, mais actuellement, la moyenne des films, avant, il y a longtemps, il y a une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, la moyenne des films c'était 1h30, 1h35. Ouais, c'est ça, tout à fait. Maintenant, la moyenne des films c'est 1h50. C'est ça. Et même s'il y a toute la mode du streaming, du binge-watching et tout, quand on est au cinéma, on n'a pas une télécommande, on peut pas faire pause, on peut pas reprendre comme on veut. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à binge-watcher, j'ai besoin de prendre mon temps pour regarder quelque chose. Bien sûr. Un film qui commence à faire 2 heures, et plus de 2 heures, si l'intérêt n'est pas présent et que, on va dire que ça n'est pas utile au film, j'ai tendance à dire que des fois on pourrait couper par-ci par-là. Ouais, je suis d'accord. Et c'est totalement personnel parce que je pense qu'il y a des films qui sont très longs comme ils sont et c'est très bien qu'ils soient très longs. Mais c'est vrai que moi il y a des films où bon, j'aimerais qu'il y ait 10-15 minutes en moins parce que tu sais que le film marcherait bien sans. Et que voilà. Donc pour Creator, pour ce que ça veut raconter, pour son scénario et ce que ça veut raconter, ouais. Je pense qu'il y avait moyen de couper quelques minutes. Et son potentiel. Ça aurait pas d'effet au film. Alors qu'à l'inverse, j'aurais aimé qu'il développe beaucoup plus son lore. Voilà, c'est un petit peu ironique. Je suis d'accord. Ouais, c'est dommage, hein, franchement, le contenu avait quelque chose, mais ouais, ça a été un peu expédié sur la fin. Une bonne fin tout de même, hein, mais bon. Ah oui, non, pas une mauvaise fin, mais... Voilà, il y avait du potentiel, comme tu as dit, tu l'as très bien expliqué. Mais en tout cas, c'était un bon divertissement. J'ai pas regretté l'achat de ma place. Ça a fait le taf. Ça mériterait peut-être une deuxième visualisation peut-être dans quelques années pour voir comment le film aura vieilli. Laisser digérer le film. Et... Exactement, c'est ça, parce qu'il y a des films qui vieillissent plutôt bien et d'autres qui tombent dans l'oubli total.
Et il y a des films, ils sortent à peine, ils sont déjà vieux. Ouais, voilà, c'est ça, clairement. Clairement. Après, c'est la qualité aussi hein, qui fait la diff. Oui, Donc, oui, voilà, mais bon. si je devais mettre une notation, pour être totalement honnête, je mettrais un petit... allez, 6,5, mais pas plus de 7. Ouais. 6,5, pas plus de 7. Voilà, ça vaut pas son 5, parce que c'est pas mauvais, mais le 7, il est vraiment... ça chatouille le 7. Voilà, mais pas plus. Parce que le CGI et le jeu d'acteur a un peu sauvé le truc, mais en termes de scénario, il y aurait pu avoir du potentiel, donc moi je peux pas l'augmenter plus que ça. Donc un 6,7. Allez, 6,7 sur 10. C'est ma notation. Quand je suis sorti de ma séance, c'est vrai que j'ai un petit peu... Je l'ai mis 8 parce que j'étais content d'avoir vu ça. Ouais. En le digérant un mois plus tard, c'est vrai que je descendrais peut-être à 7 parce que pour les reproches que je lui ai fait en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il se laisse regarder, il est quand même... Mais vraiment, il se laisse regarder, voilà, c'était vraiment un agréable moment pour moi tu t'ennuies pas, au quoi. cinéma. Moi, j'ai pas baillé, j'ai pas regardé ma montre, voilà, c'est... Voilà, si tu ne regardes pas ton téléphone, c'est voilà, que ça va. C'est ça, c'est que l'histoire te prend et que tu vois pas le temps passer. Ce qui est plutôt assez respectable. C'est plutôt une bonne chose, parce que... Ouais, voilà. Franchement, ouais. Eh bien, c'est parfait. On a fait le tour de cette review The Creator de Gareth Edwards. Je te remercie, Virgo. On aura l'occasion de se refaire à une séance. Du coup, tu m'as motivé parce que j'ai vu plein d'affiches de ce film Fly of the Killer Moon, c'est ça? Killers of the Flower Moon, qui est le nouveau film de Martin Scorsese. Ah oui, ne t'en fais pas. Alors maintenant que tu me le dis, ça me surprend pas parce que en voyant Leonardo DiCaprio, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Martin Scorsese. Mais maintenant que tu le dis, bon, alors ça veut dire que le film doit pas être trop mauvais. J'ai pas vu. Ouais, vas-y. Alors, vu qu'on parle pas du film en soi, c'est particulier. Ouais. Tu vois, je vais parler de films un petit peu tranche de vie que les gens n'aiment pas. C'est pas vraiment tranche de vie, mais c'est une longue période de vie. D'un point A à un point B. Ouais. Et sur les 3h30, on pourrait se dire que c'est long. Mais comme je l'ai écrit, c'est très bien. Mais c'est long. Mais c'est pas dans le sens où c'est long c'est pas le mauvais sens du terme. Ouais. C'est pas un mauvais long. Comme Oppenheimer. C'est juste. Ouais, voilà, c'est Oppenheimer, c'est long, mais c'est bien. Killers of the Flower Moon, pour moi, c'est la même catégorie. D'accord. C'est long, ouais, mais c'est bien. Après, je vais être honnête, c'est à l'appréciation du spectateur et de comment il rentre dans l'histoire et dans le film. Ouais. Que moi, dans ma séance, j'ai des gens qui sont partis au bout d'une heure. Oh, ah oui. Ouais, ils sont partis au bout d'une heure, 1h30. Donc, ça dépend à l'appréciation de chacun. C'est pour ça qu'il faut y aller en votre âme et conscience, en sachant que vous prenez ou perdez 3h30 de votre vie devant un film qui va vous parler d'un sujet que les Européens ne sont pas forcément au courant. D'accord. Un sujet très, très américain, okay. Qui est le massacre du peuple Osage et l'exploitation du peuple Osage, qui est un peuple indien, ouais, qui est devenu riche du jour au lendemain parce qu'il y avait du pétrole sur leur terre. Voilà. D'accord, ok. Bon, ça peut quand même être intéressant, mais c'est vrai que si on n'est pas imprégné dans la culture américaine et encore plus amérindienne, bon, où on est... Et encore plus cinéphile, voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, ou font des cinémas de manière, comment dire, irrégulière. Ouais. 3h30, je comprends totalement que ça peut rebuter. Je ne leur jetterai pas la pierre parce que je peux le comprendre. Parce que moi, c'est pareil, vraiment. J'ai choisi ma séance. J'ai pas de bol ce jour-là. J'étais un peu fatigué. J'ai baillé beaucoup, mais c'est parce que j'étais fatigué. Mais parce que 3h30. T'as baillé quand même. Ouais, mais séance du soir, 20h. Oui, le film, il fait 3h30. J'imagine. Bon, à un moment, tu finis par bailler. Mais voilà. La concentration et surtout bien comprendre. Et c'était de la VO sous-titrée. Voilà. Ouais. Moi, j'imagine. Voilà. Et c'est parfait. Mais écoute, j'essaierai de remercie aussi pour l'invitation. Ah, mais je t'en prie, avec plaisir. J'essaierai de trouver les fameuses 3h30 pour
me faire ce film et éventuellement faire une review, parce que ça peut être intéressant hein, pour les personnes qui n'auront pas vu le film, au moins essayer de leur montrer un autre aspect qui pourrait être attirant sur ce film. Du coup, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de prochain épisode sur ce film en particulier. Ça veut probablement dire que ou il ne l'a pas vu, ou on n'a pas grand-chose à dire dessus. Oui, c'est tout à fait possible. Donc je fais aucune promesse, mais voilà, je ferai des updates peut-être. Mais en tout cas, il y a tellement un panel de films à commenter et à débattre. Et The Creator, je pense que c'est déjà un bon début. Et il y a plein d'autres films, je pense même, qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui méritent justement d'être retraités un peu au goût du jour pour montrer un peu que voilà, ce sont des films qui sont intéressants à voir. C'était peut-être pas la bonne période, mais ça vaut le détour. Ben Virgo, je te remercie encore. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Et à tous ceux qui nous ont écoutés, merci d'avoir tenu jusqu'ici, d'avoir supporté nos deux voix. Et nos avis totalement... personnels, voilà. Et puis, mais même qui peuvent concorder avec ceux qui nous ont écoutés. Et, pardon pour les digressions. Et merci d'avoir tenu tout ce temps, en tous les cas. Et on vous dit à la prochaine dans un prochain podcast. Merci Virgo, c'était cool. Merci. Allez, ciao.